Donc, quelques études se sont penchées sur le spéculaire chez l'auteur français contemporain Jean Echenoz dans sa forme uniquement textuelle, c'est-à-dire comme processus réflexif qui cherche à montrer l'artifice de l'écriture en soulignant la matérialité du texte. Dans le cadre de cette communication, je m'intéresserai plutôt à la présence du miroir dans la construction des personnages de fiction et au corps qui s'élabore dans ce régime du voir, afin d'en dégager quelques enjeux liés au sujet humain contemporain. En raison du temps qui m'est imparti aujourd'hui, mon analyse se limitera au personnage principal du roman Les Grandes Blondes, Gloire Graal, qu'il faudrait pourtant mettre en regard avec son pendant masculin, Jean-Charles Personnedas. On assiste à un déplacement du miroir comme objet et comme fonction dans les œuvres littéraires actuelles, dont celle d'Echenoz, qui interroge la place prépondérante de l'image dans les sociétés occidentales. Cet objet est associé à une fonction essentielle dans le développement du sujet humain, identifié par la psychanalyse et saisi par Jacques Lacan dans sa description très connue du stade du miroir. L'image spéculaire présente une image trompeuse du corps entier qui permet au jeu de se cristalliser sous une forme primordiale, avant qu'il ne s'objective dans la dialectique de l'identification à l'autre et que le langage ne lui restitue sa fonction de sujet. Il s'agit d'une extériorité d'un leurre qui fige la forme du corps. Elle symbolise la permanence mentale du jeu, en même temps qu'elle préfigure sa destination aliénante. Pour la psychanalyse, le registre imaginaire du miroir situe l'instance du moi, tandis que le registre symbolique donne au sujet, par le discours et le langage, la consistance ontologique nécessaire. Or, notre époque souffrirait d'une importante désymbolisation au profit de la fonction imaginaire et de celle du réel. Dans ces conditions, la construction du sujet se forme d'autant plus sur ses semblables qui valorise par le regard qu'il porte sur son image son moi. En effet, avec la construction spéculaire du moi, avance Joël Biermann, l'individualité est capturée par le regard de l'autre et perd perceptiblement son autonomie subjective. Dans ces conditions, l'individualisation passe davantage par l'image et s'appuie d'autant sur le corps, dont l'image comme entièreté est offerte par le miroir et qui est autrement dispersée, rappelle Michel Foucault dans le corps utopique, en des membres des cavités des orifices. Le corps est ainsi fragilisé dans sa dépendance au regard de l'autre, menacé de dissolution, de morcellement, et cherche de nouvelles limites qui pourraient soutenir son organisation dans le réel. Il disparaît aussi au profit de son image, qui domine l'espace et propose de telle sorte des images de corps plates et figées. Publié en 1995, Les Grandes Blondes est le 7e roman de Jean Echenoz, lauréat du prix Goncourt en 1999 pour Je m'en vais. Le récit porte sur un producteur de télévision, Paul Salvador, qui souhaite créer, annonce la 4e de couverture, une série sur les grandes filles blondes au cinéma, mais aussi dans la vie. Et retrouvé pour lui faire figurer Gloire Graal, une étoile montante dont la courte carrière a pris fin avec la chute suspecte de son agent du 4e étage d'une cage d'ascenseur. Gloire ne souhaitant pas particulièrement être retrouvée, le roman est principalement consacré à sa poursuite par les envoyés successifs de Salvador. Pendant ce temps, Salvador tente de classifier les grandes blondes pour mieux les cerner dans son émission, sans succès. En effet, son projet s'appuie sur l'idée que, je cite, « les grandes blondes constitueraient un groupe à part, ni mieux ni pire, mais spécial, gouverné par des lois spécifiques, régi par un programme particulier, irréductible catégorie d'humanité. » Le roman égrène ses vains efforts pour classer les types de grandes blondes selon des systèmes plus ou moins pertinents. Hauteur de cinéma, géographie, réaction au soleil, nuances de blond, etc. Si le personnage s'épuise à imaginer des systèmes de classement successifs, c'est qu'aucun n'arrive à cerner l'essence des grandes blondes, catégorie en elle-même très incertaine, comme il le souligne à son assistante Donatienne, et je cite, « Pas forcément besoin d'être grande pour intégrer la catégorie des grandes blondes, pas nécessairement. » Il réfléchit, « Peut-être même, au fond, pas absolument besoin non plus d'être blonde d'ailleurs. » Le réalisateur s'attache ainsi à définir une image, une représentation d'une grande femme blonde qui ne correspond pas aux vraies femmes choisies pour l'émission, comme Marilyn Monroe par exemple, qui, précise Donatienne, ne mesurait que 1,61 m, qui est ma taille.
La catégorisation sur laquelle s'appuie le roman semble donc figer la femme en une image qui fait fi du corps sensible, telle l'image spéculaire qui offre un support totalisant. Toutefois, et c'est ce qui fait l'intérêt du récit, cette image aliénante n'est jamais complètement constituée. Insaisissable, irreprésentable, elle est dépassée par la multiplicité et la complexité des grandes femmes blondes en chair et en os. La fuite de Gloire, tout au long du roman, ne viserait donc pas uniquement à échapper à ses poursuivants, mais aussi à l'image d'elle-même à travers laquelle il souhaite la voir et lui imposer, capturant son individualité et causant ainsi une désagrégation de son autonomie subjective. Le premier homme chargé de la retrouver, Jean-Claude Cassner, perd d'ailleurs la vie faute d'avoir identifié la jeune femme croisée sur sa route à celle dont il avait des photos en main. Je cite, « Selon les documents qu'on lui avait confiés, Cassner s'était représenté quelque élégante grande blonde, à jambes interminables, les talons hauts, démarche délicatement tanguée d'équilibriste et regard clair versé en pente douce vers lui. Il l'avait vu comme ça. » La fragilité psychologique dont souffre le personnage de Gloire témoigne de cette instabilité subjective, en partie aliénée au regard de l'autre, et du besoin qu'elle éprouve de se débarrasser de l'injonction paralysante causée par ce regard. Pour reprendre les termes de Joël Guermont, encore une fois. Face à l'intrusion de l'autre, ici masculin, elle réagit avec violence et souvent en le précipitant vers sa mort dans le doute. Cachée en Bretagne sous une fausse identité depuis plusieurs années, Gloire se dissimule derrière un maquillage violent, une teinture terne et des vêtements informes, dans un plaisir évident de ne plus correspondre au canon de beauté qu'elle est censée incarner. En réalité, la maison qu'elle loue est devenue son miroir et elle-même le reflet de ses pièces et de leur contenu. Je cite. « Quand on lui a remis les clés de cette maison, Gloire n'y a rien changé, préférant ne plus manifester aucun de ses goûts qu'elle abdiquait. C'est au contraire elle-même, sa propre personne qu'elle a tâché d'y conformer, se laissant imprégner, remodelée par ce petit logement mal éclairé, médiocrement chauffé, sous perfusion d'un bourg de 95 âmes coincé entre un bras de mer et des hectares céréaliers. Face à la nappe, à la photo du maréchal de Lattre, au lieu de remplacer l'une et de retourner l'autre contre le mur, ce sont cette nappe et cette photo qu'elle a laissé retourner et changer en elle ce qu'elle voulait. Plutôt que de repeindre la cuisine, Gloire a prié la cuisine de choisir la couleur de son blush crème et de son eyeliner, dicter le choix de ses vêtements, de ses paroles et de ses intonations, définir l'angle de sa bouche. Le miroir chez Echenoz prend donc la forme des lieux qu'occupent les personnages, lesquels s'effacent souvent au profit de ce que Christine Jérusalem a nommé une géographie du vide. En effet, la fiction echenozienne transpose par un insistant effacement de ses personnages la perte de consistance et la subjectivité problématique de notre époque, tandis que les objets, omniprésents et décrits en détail, remplacent cette identité défaillante, à l'image du régime de consommation identitaire et non plus fonctionnel qui règne à notre époque. Pour remplacer l'autre qu'elle fuit, Gloire prie ainsi le lieu qu'elle occupe et les objets qu'il contient de lui dicter une nouvelle image, comme si elle n'avait pas les ressources nécessaires pour soutenir seule son élaboration subjective. Pendant sa réclusion, Gloire utilise le miroir pour se travestir et ainsi échapper à son image de grande blonde. Je cite. Ainsi péturlurée, comme elle détaille son visage dans le miroir jusqu'à ce qu'une envie de vomir lui vienne, en effet, la voilà très contente et qui s'exalte, s'esclaffe, grimace. Le personnage semble prendre plaisir à observer son visage transformé, image construite par un maquillage qui lui donne l'air d'une jeune femme déséquilibrée, une artiste de cirque internée pour dépression nerveuse, précise le texte. En dehors de cela, elle ne veut rien savoir de son corps qui, heureusement, n'est pas visible dans le petit miroir de sa salle de bain. Je cite. Elle est nue devant le miroir carré au-dessus du lavabo, trop petit pour qu'elle y puisse voir son corps qu'elle n'a de toute façon pas envie de voir. Aucune envie de voir ses longues jambes infaillibles, ses seins hauts, ronds et durs, et ses fesses hautes, rondes et dures, que, fagoté dans le survêtement, Jean-Claude Cassner n'aurait jamais imaginé. Tandis qu'il sort du cadre, le corps est décrit selon des critères de beauté féminine valorisés par l'industrie de l'image. Jambes, fesses, poitrine,
dont l'uniformisation efface toute singularité. La répétition des 3 mêmes adjectifs pour décrire les fesses et les seins montre l'imaginaire limité du corps féminin, tandis que l'adjectif infaillible, qui provient du latin médiéval inaltérable, fige les jambes dans un état peu humain. La perspective narrative, toujours à focalisation externe chez Echenoz, laisse planer dans cette phrase le doute d'un discours indirect libre, mêlant l'image projetée sur Gloire et celle qu'elle a d'elle-même, et donnant l'impression d'une internalisation de la première par le personnage. Tel qu'il apparaît ici, le miroir et ce qu'il montre ou non révèle la dépendance du sujet à l'autre et à l'image du corps qu'il entretient. Après avoir été repérée par les hommes envoyés par Paul Salvador, Gloire décide de partir en voyage sous une nouvelle identité, mais en retrouvant d'abord son aspect d'avant. À Paris, elle change sa garde-robe, son maquillage et sa coiffure, cette dernière activité ayant lieu comme il se doit devant un miroir. Je cite. Elle prit place devant un miroir et César, sans émettre d'abord le moindre commentaire, passa 3 doigts dans sa chevelure, soulevant une mèche, en soupesant pensivement une autre, en réservant son diagnostic. J'essaie d'arranger les choses telles quelles ou bien on reprend tout à la base? Tout à la base de Gloire, tout comme avant, la même couleur qu'avant. Il la regardait, debout derrière elle, droit dans les yeux dans le miroir, ayant posé doucement ses mains sur ses épaules. Ça fait combien de temps, fit-il doucement? 3 ans? 4, dit Gloire. Ses yeux posaient sur elle un regard affectueux démonté, puis discrètement remonté en regard ironique. Vous n'avez pas du tout changé, dit-il. Bon, je ne parle pas des cheveux, naturellement. Cette scène rappelle, par la présence du coiffeur, le stade du miroir décrit par Lacan, et semble réaffirmer l'appartenance de Gloire à la catégorie des grandes blondes, gestalt constituantes pour le personnage. Après 4 années de dissimulation, mais toujours sous l'influence, même dans l'opposition de ce modèle, celui-ci reprend la même couleur qu'avant, et le coiffeur, peut-être déçu, lui affirme qu'elle n'a pas changé. De même, l'espace environnant, comme précédemment la cuisine, se transforme en miroir de son existence et correspond à sa nouvelle tête lorsqu'elle sort du salon. Je cite, « La lumière est soyeuse et blonde, et Gloire aussi. Elle est revenue à l'état de grande blonde, elle se tient droite, elle n'a presque plus l'air folle, les hommes se remettent à se retourner sur son passage. » Salvador s'efforce donc, de son côté, de préciser ses idées sur les grandes blondes, en s'attardant, en fin de roman et à court d'idées, à la catégorie des grandes blondes bronzées. À ce moment, surgit finalement Gloire dans son bureau. Un instant, il n'y comprend rien, comme si, tour de magie, sous ses yeux venait de s'incarner son idée, puis il identifie la jeune femme. Tout en insistant sur l'adéquation souhaitée entre l'image abstraite et le corps réel, le passage rappelle l'impossible réduction du sujet à une représentation. L'incise, tour de magie, au cœur de la proposition entretirée, accentue l'artifice de l'incarnation qui aurait lieu sous ses yeux, tandis que l'adverbe qui suit le second tiret met en relief l'identification finale du personnage. La fin du roman suggère que le corps sensible prend le pas sur l'image, mettant fin au vide dont l'œuvre fait état et soulignant l'importance du réel dans un monde où règne l'imaginaire. En effet, la rencontre entre les deux personnages a d'abord pour effet de troubler Salvador, au point que son propre corps n'a pas l'air de suivre et qu'il paraît gauche, donc omniprésent pendant leur entretien. Après le tournage et la diffusion de l'émission, les personnages se retrouvent ensemble dans une station climatique des Pyrénées qui, au gré d'une balade, prennent un téléphérique malgré la peur du vide maladie dont souffre Salvador. Bien qu'il se soit laissé convaincre par Gloire d'y monter, celui-ci est alors, je cite, « mort de peur sans pouvoir jeter le moindre regard au-dessous de lui. Il s'accroche de toutes ses forces à tout ce qui ressemble à une poignée. » Mais voici que Gloire lui sourit et pose 2 doigts sur son épaule en lui soufflant de ne pas s'inquiéter. Et puis, l'instant d'après, lâchant toutes ses poignées, c'est la jeune femme qu'il serre dans ses bras. Lorsqu'il ouvre un œil, le personnage n'éprouve pas de vertige et Gloire, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, ne fait aucun geste pour le pousser dans le vide, au contraire. Et je cite, « Car entre ciel et terre, Salvador et Gloire s'embrassent encore, et recommencent, et n'ont pas l'air de souhaiter que ça s'arrête. À voir ainsi leur visage, leur corps,
Il semble que l'un et l'autre n'éprouvent pour l'instant nulle peine, nulle inquiétude particulière. Il n'a plus peur du vide, elle n'a plus peur de rien. Ce dénouement contraste avec l'atmosphère du récit en montrant les protagonistes et leur corps épanouis dans un ici et maintenant qui s'oppose au régime du corps entretenu tout au long du roman, fondé sur une image construite, distanciée, dont le miroir, comme celui du cadavre d'ailleurs, offre un modèle frappant. En effet, Foucault a souligné que le cadavre possède une fonction semblable à celle du miroir, en ce qui nous enseigne également que le corps occupe un lieu. Pour le philosophe, c'est le miroir et c'est le cadavre qui font taire et apaisent et ferment sur une clôture cette grande rage utopique qui délabre et volatilise à chaque instant notre corps. Aussi peut-on imaginer que les hommes que gloire précipite vers leur mort sont, outre un moyen d'échapper à l'aliénation du regard de l'autre, une façon de ne pas non plus céder à la fragmentation psychique qui menace également, en l'absence de l'autre, en produisant une autre image du corps. La description de la mort spectaculaire de Jean-Claude Cassner, le premier poursuivant de gloire, va dans ce sens. Je cite « Cette fois, son corps se disloquerait vraiment sur les rochers. De l'homme nommé Cassner ne resterait plus à sembler que ses vêtements, changés en sacs d'ossements brisés. » La mort violente provoque d'abord une disjonction du corps de Cassner, dont les vêtements forment ensuite des enveloppes qui donnent l'impression de contenir les membres désunis du personnage. Les cadavres produits par gloire pourraient ainsi constituer un substitut à une image spéculaire angoissante, jusqu'à ce que se présente à elle un troisième moyen, aussi décrit par Foucault, de sentir son corps et de lui procurer ainsi une certaine consistance ontologique. L'amour, lui aussi comme le miroir, et comme la mort, apaise l'utopie du corps, explique le philosophe. C'est pourquoi il est si proche parent de l'illusion du miroir et de la menace de la mort. Et si malgré ces deux figures périlleuses qui l'entourent, on aime tant faire l'amour, c'est parce que dans l'amour, le corps est ici. L'amour comme le miroir passe par l'autre, dont on ne peut faire l'économie même à notre époque, mais son contact, son ancrage dans le réel et le regard bienveillant de l'être aimé qu'il suscite le distingue du registre spéculaire. La phrase finale du roman semble même suggérer que l'amour est un remède possible au grand mal contemporain. Salvador n'a plus peur du vide, celui qui se trouve sous la cabine du téléphérique, mais qui pointe au-delà vers l'ère du vide, reprend les termes de Jimmy Povetsky, qui caractérise l'époque postmoderne. Gloire, quant à elle, n'a plus peur de rien. La panique et la violence qui la caractérisent tout au long du roman se dissipent, comme si l'injonction du regard de l'autre se dissolvait aussi dans l'étreinte du corps réel. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sarah. Je suis sûre que vous avez...